Du coup, depuis une dizaine d'années, on assiste à une droitisation rapide des médias en France. Les milliardaires réactionnaires, Bolloré en tête, mettent la main sur la production d'informations pour accompagner les attaques politiques de la bourgeoisie contre les travailleurs. CNews, Pascal Praud, Hanouna en tête de proue, suivi par le projet Périclès de Pierre-Édouard Stérin. La bourgeoisie mène une bataille de l'information et va jusqu'à racheter les écoles de journalisme pour formater au plus tôt ces chiens de garde de l'information. Sans oublier le développement des réseaux sociaux, où la concurrence impérialiste bat son plein entre les mains d'Elon Musk et Zuckerberg d'un côté, l'État chinois pour TikTok de l'autre, et même la défense des intérêts russes à travers Telegram. Une information donc guidée par la polémique, toujours en faveur de l'extrême droite. Donc ça, c'est pas nouveau, ça date pas d'il y a 10 ans. Par contre, il y a une tendance qui s'empire. Si certains sujets tournent en boucle pour créer et nourrir la polémique, pour d'autres, au contraire, les médias semblent complètement absents, comme quand il s'agit de traiter le massacre en cours à Gaza. Mais même sur des sujets censés toucher plus directement le grand public, comme les centaines de milliers de licenciements en cours en Allemagne et en France, peu de journaux, qu'ils soient télévisés ou papier, en font leur gros titre. En fait, ça reste souvent confiné aux médias locaux où ont lieu les licenciements de chaque entreprise. Ce qui nous rappelle que derrière les médias, il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices de l'information qui la produisent, notamment et également dans les nouveaux médias présents sur les plateformes numériques et régis par d'autres enjeux. Donc là, les réseaux sociaux, les médias indépendants, etc. Les algorithmes, sur ces médias numériques, les algorithmes stimulent les infos simplistes et sensationnelles en nous enfermant en tant qu'usagers dans des bulles d'information, en boostant les fausses informations sous prétexte qu'elles favorisent l'engagement par les likes et les commentaires. Du coup, dans ce topo, on va prendre le temps de s'intéresser aux médias, pas sous l'angle de la droite et de l'extrême droite qui s'attaquent à l'absence de liberté d'expression ou à un service public qui serait militant jugé pas suffisamment à droite. Pas non plus comme la gauche qui s'attaque essentiellement à la propriété des médias. Nous, on pense que ces approches, elles nous permettent pas de comprendre le fonctionnement des médias, notamment parce que le journal le plus lu en France, le quotidien Ouest France, il n'est pas détenu par un milliardaire, mais par une association, ce qui ne change pas le problème de fond. France Inter, décrit par la droite comme un média de gauche, invite en réalité plus de politiciens de droite que de gauche. Autre exemple, on voit jamais d'ouvriers à la télé. Leur représentation était déjà bien marginale sous l'ORTF, qui est l'ancien organe étatique de contrôle de la télé et de la radio. Et donc cette représentation ouvrière est encore plus marginale aujourd'hui, depuis la libéralisation de la télé sous Mitterrand. Il y a plus de chaînes de télé, mais toujours moins d'ouvriers, y compris sur les chaînes publiques. Du coup, essayons d'approcher les mécanismes de fabrication de l'information dans son ensemble. On part du principe qu'en étudiant le système de production et les rapports de classe, on va pouvoir comprendre notre paysage médiatique qui est composé d'entreprises capitalistes. Par ailleurs, les journaux des médias traditionnels ne proviennent pas de familles paysannes ou ouvrières, ne sont pas particulièrement sensibles à la lutte des classes et ne se battent pas particulièrement pour que les travailleurs soient davantage représentés. Enfin, les nouveaux médias numériques, même ceux dits indépendants, dépendent en fait des algorithmes sous peine de ne pas rencontrer d'audience. Voilà pourquoi on a intitulé le topo de CNews à Mediapart. Comment le capitalisme et la bourgeoisie fabriquent-ils une information contre les intérêts des travailleurs et des travailleuses ? Pour commencer, notre première grande partie, c'est que, avant tout, le capitalisme structure la fabrication de l'information. Alors déjà, et en fait on l'oublie assez souvent, en fait les médias sont des entreprises. Un rapide détour historique rappelle l'importance du capital. L'information de masse s'est développée avec l'industrie, la technique et l'alphabétisation. Au 19e, l'info court d'abord à dos de cheval, vole dans les pattes d'oiseaux, avant de prendre le train et de s'envoler par le télégraphe. Quant aux imprimantes, elles s'améliorent au fil des décennies, avec les machines rotatives et les machines linotypes. Alors ces moyens de production du papier coûtent cher, et plus un média en possède, plus il peut diffuser de tirages, et plus il gagne en influence. Et donc, comme toute entreprise, un média suppose un apport de capital, et c'est là que naît sa dépendance à l'argent. Au long du 19e, la presse populaire se finance sur deux sources de revenus, la publicité et la vente au public. Donc en fait, simplement, le journal qui est diffusé à 2 € ou à 1 €. Pour conquérir ces deux types de revenus, les annonceurs et les masses, l'information est simplifiée, sensationnalisée et surtout dépolitisée.
la presse se remplit de faits divers, de romans feuilletons et de scandales. Alors, les mécanismes sont simples, produire une info accessible qui ne froisse pas les annonceurs et stimule les passions du public. Voilà le fondement des médias de masse du 19e jusqu'à la moitié du 20e siècle. Et en même temps que les médias sont des entreprises, il y a un cadre juridique qui cristallise la domination de l'argent sur l'information. En fait, c'est la fameuse liberté de la presse défendue par beaucoup, avec la loi de Ferry de 1881. Ces lois permettent à la presse de se distancer du pouvoir de l'État et de sa censure. Mais en même temps, elles font de la liberté de la presse une liberté d'entreprendre. Qui dit liberté d'entreprendre, dit liberté de financer l'information, d'avoir plusieurs médias, d'être à la fois homme d'affaires, journaliste, homme politique, d'investir dans la presse pour y faire du profit, etc. Et petite parenthèse sur cette liberté de la presse et sur le droit, depuis 1881, on a eu des ajustements, mais en fait pas beaucoup d'ajustements en termes juridiques, notamment sur le statut du journaliste, l'indépendance et le pluralisme de la presse. Toujours à la fin du 19e, ce cadre juridique renforce la presse dite vénale, comme surnommée à l'époque par les organisations ouvrières. La même presse qui, dominée par l'argent et largement corrompue par des pots de vin, fabrique une information de classe. Et en fait, concrètement, c'est cette presse-là qui a participé activement à la propagande nationaliste de la Première Guerre mondiale, en cachant notamment les boucheries des tranchées. Et ensuite, alors que le mouvement ouvrier se renforce dans l'entre-deux-guerres, cette presse glisse vers l'extrême droite et le fascisme, jusqu'à collaborer sous Vichy. Donc en fait, pour finir le point historique, cette presse dite vénale, qui s'est développée au 19e et au début du 20e, en fait a fini par disparaître, supprimée par la résistance durant la Seconde Guerre mondiale, mais avant de revenir sous une forme différente. Bon, avec ce premier point, en fait, on a vu comment le fondement des médias peuvent les orienter contre une information de qualité et aussi contre les travailleurs et les travailleuses. Il y a un autre élément structurel, c'est que le paysage médiatique est récemment bousculé par les capitalistes du numérique. Ces capitalistes, ils exploitent nos données à travers nos écrans. En fait, le numérique, c'est un peu la première technologie en rapport avec l'information à s'être développée librement, très librement, en tout cas vis-à-vis de l'État. La presse écrite, mais en fait surtout la radio et la télé, ont connu des contrôles étatiques directement qui ont donné une place prépondérante à ces médias. Le numérique, il a d'abord été indépendant des États dans un nouvel écosystème avant d'être accaparé par les logiques capitalistes et les plus grosses plateformes. Google, Facebook, Amazon, X, mais aussi Xiaomi, Alibaba et autres grandes entreprises du numérique se font de l'argent par la publicité et par la vente de nos informations personnelles, tout en ayant la main sur l'information. Pour optimiser leurs profits, ils ont repris et accentué des mécanismes qui étaient déjà à l'œuvre dans les médias, à savoir capter l'attention de l'utilisateur, exploiter les données personnelles, envahir et compresser l'espace-temps. Une petite parenthèse juste sur leur méthode, parce que c'est quand même intéressant. Les géants du numérique, ils ont investi dans les recherches scientifiques sur la psychologie et les relations sociales pour nous rendre addicts à leurs médias. Pour qu'on devienne leur machine à fric, ils ont besoin... ils nous font défiler en fait sans fin des infos sur Facebook ou sur Instagram. Ils ont créé chez nous la peur de s'éloigner de notre téléphone et en fait on discute aujourd'hui à travers d'écrans. Ces phénomènes, c'est directement le résultat de recherche de profit de Zuckerberg, Musk ou Jobs. Et dans ce nouvel univers informatif, les médias ont d'abord été secondaires dans la fabrication de l'information. S'ils retrouvent une place de premier plan depuis quelques années, c'est notamment avec l'appui des États, mais surtout parce qu'ils se sont fondus dans ces mécanismes guidés par ces nouvelles règles. Si la fabrication de l'information nous est rendue accessible par le développement technologique un peu à tout le monde, alors qu'elle l'est pas dans la presse, la radio ou la télé, en fait cette production d'information, elle reste quand même limitée dans sa diffusion. Tu peux créer du contenu, par contre, ça veut pas dire qu'il va être viral. Et si cette information elle n'est pas rendue virale par les algorithmes, alors elle rencontre pas de public et en fait elle n'a pas d'intérêt. Ces algorithmes, ils relaient donc des contenus simplistes et sensationnels avec un objectif clé, générer de l'attention, des likes ou du débat, donc du temps d'écran. Et ces algorithmes nous servent donc des informations les plus proches de nos centres d'intérêt et donc nous confortent et nous enferment dans des bulles d'information et en fait ce qui va créer une distorsion de la réalité parce que l'algorithme il va vous donner à voir que ce que vous avez envie de voir.
Par ailleurs, l'accent mis sur le sensationnalisme favorise la propagation de fake news, souvent l'apanage de l'extrême droite. On a vu déjà deux premiers aspects, il y en a d'autres, pour comprendre un petit peu quelles sont les structures liées au capitalisme qui fabriquent l'information. Et parenthèse, en fait c'est aussi en comprenant ce cadre-là qu'on peut ensuite savoir comment on peut remettre en question les médias. Bon, mais en ayant vu l'aspect de les médias sont des entreprises et le bouleversement du numérique, concrètement comment ça se passe du côté des journalistes, du côté de la rédaction. À la base des médias, on trouve les journalistes, les mains ouvrières de l'information. Loin de l'image que peuvent véhiculer les journalistes, les plus connus, disons tout de suite que ce ne sont pas uniquement des petits bourgeois privilégiés. Il y a des situations très différentes selon la position hiérarchique, le média, le statut salarié. Et en fait, les journalistes les plus connus constituent une minorité. Alors que un quart des journalistes avec une carte de presse ont un statut précaire, CDD, pigiste. Pigiste, c'est tu proposes un article et on te paye juste pour l'article. Et en plus de ça, un quart des journalistes avec la carte de presse, la fameuse carte, sont précaires. En fait, il y en a beaucoup qui n'ont pas la carte de presse. Et ceux-là, on a des difficultés à les compter. La plupart du temps, ils sont encore plus précaires en fait. Bon, et cette précarité est importante à souligner parce que structurellement, elle restreint les marges de manœuvre de ces journalistes. Parce que si tu veux garder ton emploi dans un milieu où le chômage explose autant, mieux vaut suivre la ligne éditoriale et obéir à ton patron en fait. Bon, et pour produire quoi et pour qui ? En tant que salarié de son média, le journaliste produit pour une audience définie et contre une concurrence. Il doit attiser la curiosité du lecteur, satisfaire dans un délai de production imparti. Donc des mécanismes en fait propres à la production capitaliste. Alors à l'échelle individuelle, tu es poussé à une course à la production d'informations. Toujours plus depuis l'essor du numérique, qui a accentué notamment l'instantané. Alors un exemple criant, c'est la plateforme actu.fr, donc c'est une plateforme sur le web, la charte graphique est assez simple, c'est tout bleu. Et donc cette plateforme numérique a regroupé plusieurs titres locaux qui se cassaient la gueule pour en fait accaparer leur audience en s'appuyant sur le fonctionnement du numérique. Et donc en fait, comment ça se passe dans les rédactions de ce type de médias ? En fait, tu as les discussions normales sur quelle information est importante à diffuser, mais surtout ce qui guide les conférences de rédaction, c'est que faut faire augmenter les chiffres d'audience sur le web. Et du coup, des journalistes à l'intérieur ont déploré cette course au clic qui les fatigue et qui appauvrit l'information locale. C'est une course en fait au sujet sensationnel, aux titres racoleurs, aux infos simplistes, et qui a fondé une partie importante de actu.fr dont on prend l'exemple ici. Et notamment parce que pour survivre, ce média qui s'est créé sur le web est obligé de attiser le plus d'audience, notamment contre sa concurrence. Et on pense notamment à Ouest France qui est son concurrent le plus immédiat. Sauf que Ouest France aussi, du coup, a ces mêmes logiques liées au web, de course au clic. Bon, autre exemple pour illustrer comment ça se passe du coup dans les rédactions, soulignons une autre modalité économique des médias locaux, toujours pour rester dans l'aspect local. C'est le système de correspondants. Alors en fait, les correspondants c'est quoi ? C'est des gens qui proposent des articles mais qui ne sont pas journalistes. Et ils ne sont pas salariés. Ils font de l'actualité ultra locale, par exemple le concours de pétanque, la fête du village, etc., en échange d'une toute petite rémunération. On parle de 10 €. C'est une forme d'exploitation qui permet quand même de remplir un tiers des journaux locaux, sans payer de rédacteurs professionnels et de stimuler les productions web. Alors ça peut plaire à beaucoup de gens, contents d'écrire pour le journal du coin, mais en fait ça donne évidemment des informations ultra consensuelles, très conservatrices. Bon, ok, mais on pourrait nous opposer, le journaliste reste libre, non ? Oui et non. Produire une information qui est vérifiée, développée, nuancée est possible, certes. Et d'ailleurs, elle ne manque pas. Vous trouverez des journalistes qui sont intéressants à suivre dans tous les médias, de Mediapart, même au Figaro. Mais leur production se noie dans le tapage médiatique et dans un océan d'informations. Parce que l'impératif de productivité, la course à l'audience, l'exploitation des journalistes sont autant de facteurs qui restreignent et submergent la fabrication d'informations de qualité. Bon, et dans le prolongement, en fait, tous ces mécanismes favorisent l'ordre en place et délaissent les travailleurs et travailleuses.
tous les matins, les presses locales appellent le commissariat, appellent les casernes de pompiers pour connaître les faits divers. C'est tous les petits faits divers que vous pouvez voir en continu tous les jours sur Internet. En fait, c'est parce que les journalistes, le matin, ils appellent ou ils reçoivent un bulletin des pompiers ou de la gendarmerie. Sauf qu'ils ne prennent pas le temps de vérifier ces informations. Alors que, dans le cas contraire, si une journaliste parlerait du témoignage d'une victime de violences policières, sans interroger la police, eh ben, il serait immédiatement taxé de personne militante et de mal faire son travail par manque de contradictoire. Et autre exemple aussi ces mécanismes vont contre l'intérêt des travailleurs et travailleuses, c'est évidemment l'invisibilisation de la classe ouvrière à la télé. Selon un rapport de l'ARCOM, ex-CSA en 2022, les ouvriers et les ouvrières n'étaient représentés à la télé qu'à hauteur de 2%, alors qu'ils représentent 12% de la population. Les employés et personnels de service aussi étaient représentés à hauteur de 9%, alors que c'est 15% de la population. Et puis les professions intermédiaires, c'est 6% à la télé, alors qu'elles représentent 14% de la population. Ces disproportions mettent en avant la bourgeoisie. Les cadres, les professions libérales, les chefs d'entreprise étaient représentés à la télé en 2022 à hauteur de 61%, alors qu'ils ne représentent que 10% de la population. Vous voyez, il y a des disproportions énormes et les conséquences que ça peut avoir. Bon, il y aura plein de choses à dire. Un conseil, vous pouvez suivre Acrimed, un observatoire des médias, dont d'ailleurs c'est l'une de nos sources. Bon, la transition vers la deuxième partie, c'est que donc on a vu que le capitalisme structure les médias et leur fabrication de l'information. Personne ne peut y échapper, à vrai dire. Les journalistes, propriétaires, médias indépendants interagissent selon les mécanismes qu'on a décrits et participent à la fabrication de l'information. Mais leur pouvoir d'action diffère évidemment selon leur place dans le système de production, marqué, parce qu'on est sous le capitalisme, par des contrôles de la bourgeoisie de plus en plus violents et réactionnaires. Du coup, deuxième partie, la bourgeoisie contrôle l'information dans ses intérêts à elle et directement ou indirectement contre ceux des travailleurs et des travailleuses. Les entreprises de médias sont donc modelées par les évolutions du capitalisme et suivent la ligne éditoriale fondée par son dirigeant. Vincent Bolloré et Pierre-Édouard Stérin, qui reviennent souvent sur ce sujet, représentent la face visible d'une économie culturelle et médiatique qui se remodèle. Ces capitalismes d'extrême droite, en plus de la seule recherche de profit, qui n'est pas toujours au rendez-vous d'ailleurs, en fait ils investissent dans la culture et les médias pour servir le Christ et la France. Et là on a peut-être un changement de paradigme récent, qui n'était pas un objectif clairement affirmé des patrons de médias jusque-là. En tout cas en France. À l'instar de Elon Musk et Donald Trump, en fait ces capitalistes ils participent activement à la destruction des acquis sociaux et à la propagation des idées les plus haineuses. Les médias, la culture, les réseaux sociaux qu'ils possèdent sont leur propriété. Ils en font ce qu'ils veulent. En fait, l'exemple de Bolloré, il va illustrer la reconfiguration du capitalisme médiatique français. Faut savoir que bien avant de faire son offensive en rachetant tous les médias, et notamment en commençant par Canal+, Bolloré il a toujours mené une politique contre les médias qui enquêtait de trop près sur ses activités ou ses liens d'influence. Il pratiquait en fait ce qu'on appelle des procédures bâillons. Du coup, avec des revenus qui sont quasiment illimités, il attaque en diffamation tous les médias et tous les journalistes qui réalisent des contenus que lui considère à charge contre lui. Alors, il va perdre tous ses procès, mais c'est pas du tout l'objectif. En fait, l'idée c'est que en impliquant des frais démentiels pour un média, et surtout quand il est petit, et des moyens humains, en fait, il va venir ruiner ces médias par une longue bataille judiciaire ou les décourager. Et puis en même temps, en fait, quand ils sont dans cette bataille judiciaire, ils sont pas en train de produire de l'information et ça, c'est plutôt dans son intérêt. Mais évidemment, le plus pratique pour bâillonner un média reste de le racheter, et c'est ce qu'il a commencé à faire depuis 2016. Il y a un rapport publié en avril dernier par Attac et l'Observatoire des multinationales qui analyse la création de son empire médiatique. Et en fait, entre 2021 et 2023, la part de chiffre d'affaires du secteur des communications dans le groupe Bolloré, dans tout l'empire Bolloré, est passée de 50 à 95%. Donc il a vraiment recentré son activité économique. En fait, il a racheté des médias télé, radio, presse écrite, publicité, commerce, édition, musique, cinéma et salle de spectacle.
quand vraiment il a pris tout l'écosystème de l'information. Et ces objectifs, ils sont clairement définis, c'est faire de l'argent grâce à un écosystème de l'information et s'en servir pour développer des médias réactionnaires. Et d'ailleurs, tous les médias en fait qu'il a rachetés ne véhiculent pas tous une ligne réactionnaire. Et c'est déjà une manière de diversifier ses revenus, mais surtout c'est une manière de légitimer l'ensemble. Et en fait, il a réussi à créer un écosystème dans lequel les boutiques relais du groupe Hachette, qui est à lui, mettent en avant le livre de Jordan Bardella, publié chez Fayard, qui est à lui, dans le groupe Hachette, et qui sont relayés par les médias comme CNews et le Journal du Dimanche. Donc là, il a racheté un peu tout le monde. En fait, à chaque rachat dans les rédactions, c'est la même rengaine et les mêmes impasses. En fait, les journalistes, ils accueillent d'abord la nouvelle avec de la colère et de l'opposition, avant de finalement se résigner après 1 ou 2 journées de grève, dans le meilleur des cas, et de partir avec la clause de cession. En fait, cette clause, elle est spécifique au métier de journaliste, et elle permet aux journalistes de quitter la rédaction sans démissionner, donc en ayant droit au chômage, dès qu'il y a un changement de directeur qui pourrait atteindre la ligne éditoriale. C'est une clause d'indépendance individuelle qui est bien pratique parce qu'elle offre d'abord la possibilité individuelle de quitter le navire plutôt que d'entamer un rapport de force collective. C'est pour ça qu'on voit rarement des luttes de journalistes qui vont jusqu'au bout, parce qu'en fait on préfère juste démissionner et partir avec le chèque. Et du coup, ceux qui partent sont remplacés par l'armée de réserve, à savoir les journalistes au chômage, qui sont très nombreux, les plus précaires et qui sont suffisamment dociles pour écrire ce que la nouvelle direction souhaite communiquer. Et du coup, en fait, en rachetant un titre, le milliardaire, il récupère la réputation du titre pour répandre ses idées. Par contre, l'exemple de Bolloré, c'est quand même assez singulier, et c'est pas tous les propriétaires qui défendent un projet politique aussi clairement défini. Même s'ils en ont un dans leur tête, et c'est évident, en fait, ils vont plus chercher à utiliser leurs médias comme un levier d'influence, en gardant en tête que ces médias sont pas toujours rentables dans juste la vente d'informations. Par exemple, on peut avoir un média qui va permettre d'assurer des commandes publiques. La famille Dassault et ses avions, en fait, en ayant le Figaro, ou le groupe Bouygues et son BTP avec TF1. En fait, pour s'assurer des commandes de l'État, mieux vaut entretenir de bonnes relations avec l'exécutif et donc pas être trop critique dans sa couverture médiatique. Et donc, comment se matérialise concrètement le contrôle de l'information par les capitalistes ? L'une des armes préférées des propriétaires de médias, c'est les pressions indirectes. C'est le jeu en fait sur les relations de domination en interne et par la hiérarchie. Donc chacun va avoir son petit mot dans la rédaction pour signifier que ces médias ne doivent pas aller contre l'intérêt du propriétaire. On a Rodolphe Sadé qui a récemment racheté BFM et qui est aussi propriétaire d'entreprises de logistique mondiale. Lui, il dit attendre de ces médias les mêmes principes que dans ses autres entreprises, à savoir productivité et loyauté. Martin Bouygues, il disait en interne ne pas vouloir faire de vagues. Et enfin, le meilleur, Bernard Arnault, qui confesse il faut bien que l'actionnaire puisse réagir à un moment ou à un autre, je le cite, si les Échos devaient défendre demain l'économie marxiste, je serais quand même extrêmement gêné. Il faut quand même qu'il y ait des garde-fous. Voilà, on voit que c'est complètement assumé de la part des capitalistes. Il y a un autre mécanisme, là c'est tourné vers l'extérieur, tu détiens pas le média mais tu agis quand même dessus, en agissant sur la publicité. Bernard Arnault, encore lui, assumé en 2022 avoir fait pression sur Libération en arrêtant de financer les publicités. Puisqu'il y avait une du journal, qui l'avait gêné. En fait, comme les pubs sont une source essentielle de revenus, c'est un moyen de pression très efficace. Et si le patronat compte de nombreux moyens pour orienter la fabrication de l'information vers ses intérêts, tout en sauvant les apparences, les journalistes se suffisent très bien à eux-mêmes pour maintenir l'ordre, que ce soit par l'autocensure ou en invisibilisant et méprisant la classe ouvrière. Et oui, parce qu'en fait, la bourgeoisie a plusieurs moyens, directs ou indirects, de contrôler l'information dans ses médias, mais en fait, les journalistes eux-mêmes, le corps social journaliste, se suffit pour maintenir l'ordre, en invisibilisant et en méprisant la classe ouvrière. Alors précisons là encore qu'il faut distinguer les journalistes à la production de celles et ceux qui mènent l'information, direction, chefferie, éditorialiste.
Mais il ne faut pas non plus être naïf. Avec les décisionnaires, il y a un corps social qui accepte et participe plus ou moins. Alors, quelques exemples, notamment dans la période Covid, qu'a fourni de multiples illustrations de ce rôle de chien de garde. Alors d'ailleurs, chien de garde, c'était le titre du livre de Serge Halimi, qui lui-même reprenait une expression utilisée en 1932 par un journaliste Paul Nizan, pour dire que c'était déjà le cas et ça se répète. Bon, alors que le confinement Covid a pu être un enfer pour beaucoup de travailleurs et travailleuses, les journalistes des grands médias fourmillaient d'idées de sujets les plus exotiques les unes que les autres. 2 exemples, déjà par Le Monde, le titre c'était « À Madère, la possibilité d'une île pour les télétravailleurs ». Autre exemple avec France 24, « La Thaïlande, paradis tropical du travail à distance ». Bon, sauf que dans cette période-là, toujours dans les périodes de crise, la réalité du travail se rappelle toujours d'une façon ou d'une autre. Et ainsi, le thème des invisibles et essentiels s'est imposé par la force des choses, parce que le personnel soignant, les femmes de ménage, les agriculteurs ne pouvaient pas s'arrêter de travailler. Et du coup, ces travailleurs et travailleuses ordinaires, pour les journalistes, sont devenus extraordinaires, comme si on leur laissait le choix. Cette transformation des valeurs et des commentaires pour les décrire est en fait symptomatique de la vision bourgeoise des journalistes. Bon, l'évidence, c'est que la plupart des journalistes les plus en vue, les plus influents, ne viennent pas du même monde que les travailleurs et travailleuses. Certains sont bercés au contact du pouvoir, comme la famille Duhamel, qui inonde la télé et façonne le débat public depuis des décennies. Ces figures des médias proviennent la plupart d'un même moule formateur, lycée d'élite parisien, Sciences Po, école de journalisme. Et dans ces dernières, les écoles de journalisme, les apprentis passent plus de temps à se formater qu'à se cultiver et apprendre la critique. Les écoles de journalisme apprennent surtout des compétences très techniques. C'est poser sa voix, tenir une posture pour la télé, écrire des titres accrocheurs, etc. Bon, et cet entre-soi crée rapidement du mépris de classe. Un exemple avec l'avocate Sarah Salman, qui est devenue chroniqueuse CNews pour cracher sa haine contre les travailleurs. Je cite, c'est fainéant et assisté. Si ce n'est pas le mépris, c'est l'invisibilisation qui prime. Après cette sortie fracassante à la télé, cette journaliste, Sarah Salman, a été invitée par François Ruffin à aller au boulot. C'est le titre du film qu'ils ont fini par réaliser ensemble. Donc la journaliste qui crachait sa haine, en fait, a été invitée à François Ruffin à se confronter à la réalité. Donc on la voit dans le film à distribuer des colis, servir dans un restaurant, être aide à domicile. Mais moi, je ne vais pas forcément m'intéresser sur cette initiative de documentaire par Ruffin. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est le traitement médiatique de ce film. Parce que lorsque Salman, Ruffin et puis l'une des travailleuses présentes dans le film, donc elle, réellement travailleuse au quotidien, qui s'appelle Louisa Areb, lorsqu'elles ont été invitées à la télé par Léa Salamé, ce n'était pas pour parler des conditions de travail difficiles, encore moins pour donner la parole à la seule travailleuse, Louisa Areb, mais c'était pour parler de la performance de la journaliste sortie de cette tour dorée. Et donc l'association Acrimed analyse la chose suivante, je vous cite. Louisa Areb doit attendre 7 minutes d'émission pour être sollicitée pour la première fois. Et sur le plateau, personne ne semble percevoir ou le ressentir comme un problème. Et pour cause, tous sont issus du show business, du monde de la culture haut de gamme et du journalisme. Quand ils se parlent entre eux. Louisa Areb, d'ailleurs, ne sera jamais questionnée sur son travail. Et la première question qu'on lui pose ne porte pas sur elle. Sur une séquence de 30 minutes d'émission, Louisa Areb n'a la parole que pendant 1 minute 30. Bon, mais en fait, j'imagine que vous avez tous des exemples de ce type vus à la télé quand vous regardez, peut-être très rarement, mais parfois ça arrive, la télévision. Bon, les rapports de classe, ça passe aussi par des idées. On a vu l'invisibilisation, il y a aussi les idées, les concepts. Un exemple avec le sujet des accidents du travail. Comment il est traité ? Là encore, on va se baser sur les observations d'Acrimed, en lien avec un spécialiste du sujet, Mathieu Lépine, qui a étudié les accidents du travail. Je cite à nouveau Acrimed. En 2023, dans 5 des principaux journaux télévisés, le terme « accident du travail » n'a été employé seulement que 13 fois. Face à de tels angles morts, les justifications apportées par les rédactions, en chef à Mathieu Lépine, sont assez classiques. Donc on lui dit « le sujet n'est pas vendeur, il n'y a pas d'actualité à ce sujet ». Fin de la citation. Bon, qu'est-ce qu'on dit ? Déjà, c'est faux.
En réalité, ça intéresse clairement la classe ouvrière parce que ça la concerne. Et c'est aussi faux de dire que ce n'est pas d'actualité. Parce que avec 759 morts au travail en 2023 en France, on est à plus de 2 morts par jour en moyenne. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi il y a ce traitement médiatique. C'est que pour la presse, en fait, ces morts ne sont que des faits divers, plutôt que des conséquences d'un système de production fondé sur l'exploitation. Et donc, volonté consciente, aveuglement ou inertie liée au cadre des rédactions, en fait, les raisons diffèrent selon les journalistes, mais en fait, ça ne change pas que c'est par l'intervention puissante de la classe ouvrière qu'on changera cette vision-là. Et donc, on en vient à notre dernière partie. Si capitalisme et bourgeoisie fabriquent l'information de masse, son contenu de classe a pris différentes tournures selon les périodes et surtout selon le rapport de force de la lutte des classes. Parce que le bruit des médias était violemment, mais très franchement anti-ouvrier dans les années 30, voire a diffusé beaucoup de fake news. Il a été plus conciliateur après la Seconde Guerre mondiale, tout en restant évidemment fondamentalement bourgeois. Et ensuite, malgré une télé naissante contrôlée par l'État, en fait, on voyait plus à la télé de travailleurs et travailleuses qu'aujourd'hui. Vous voyez, c'est pas linéaire. Ensuite, l'arrivée du numérique a propulsé de nouveaux acteurs capitalistes, rouvrant les vannes des fausses informations et démocratisant partiellement les moyens de former. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a en face de nous ? Eh ben, c'est un durcissement autoritaire des États avec des offensives réactionnaires sur les médias qui rappellent que l'histoire donc n'est pas linéaire, mais qu'elle avance avec la lutte des classes. Et donc, discutons un peu de l'intervention de l'État dans les médias selon la lutte des classes. Notre paysage médiatique actuel est l'héritier de la Seconde Guerre mondiale et de la libéralisation sous Mitterrand, avec la fin de l'ORTF. À chaque fois, l'État il est à l'initiative, sous la pression des organisations ouvrières et des mobilisations sociales. À la sortie de la guerre, la résistance, dominée par le PC, impose la liberté de publication, la transparence et une relative mise à disposition des moyens de pression et de diffusion. En fait, pendant plusieurs mois, entre 1945 et 1947, on va voir les journaux se multiplier grâce à l'intervention de l'État. C'est ainsi que naissent Ouest France, Libération, Le Point, L'Équipe, Le Nouvel Obs, Le Monde, tandis que l'Humanité et Le Figaro se relancent comme ça. En fait, progressivement, l'État il vient se désengager et les logiques de marché en fait reprennent le dessus. Et c'est ces mêmes logiques de marché qui bouleversent à nouveau le paysage médiatique dans les années 80. Cette fois, l'État il va pas accompagner, il va libéraliser. Le gouvernement socialiste de Mitterrand, il stoppe la mainmise de l'État français sur la radio et la télé, donc avec la fin de l'ORTF. C'est des mesures qui étaient attendues parce que la télé et la radio avaient joué un rôle central dans les mobilisations de mai 68, soit en tant qu'organe de propagande, soit comme relais libre, plus ou moins libre de la contestation. La transformation des médias, c'était un impératif de la gauche, imposé par les mobilisations sociales, sur lesquelles elle s'est appuyée pour arriver aux urnes. Mais si le Parti socialiste a libéré l'audiovisuel de l'État, en fait, c'était pour mieux le vendre aux capitalistes. Comme l'affirme le chercheur Dominique Pinsol, je le cite, le temps d'une législature, entre 81 et 86, le pouvoir socialiste rompt avec tous les projets de transformation des médias, historiquement portés par la gauche, dont il restait encore quelques traces dans le programme du candidat Mitterrand. Ceci dit, l'État, il apporte quand même des subventions qui sont essentielles à certains médias, qui sans ça, en fait, seraient juste des naufrages économiques. Est-ce que ça veut dire que l'État, il soutient la liberté d'expression ? Bon, en fait, l'État, il s'est jamais désengagé totalement de la presse. D'abord, en 1934, la convention collective des journalistes était directement votée au Parlement, au lieu d'être négociée classiquement en fait entre syndicats de journalistes et syndicats patronaux. Quand même une preuve que le statut des journalistes concerne les hautes sphères du pouvoir. Et enfin, l'État offre encore aujourd'hui une niche fiscale aux journalistes qui leur permet un abattement fiscal de 7 500 € d'impôt, peu importe le niveau de revenu de ce journaliste. En fait, ce privilège a toujours été justifié par une crise dans les médias qui demanderait à être financée. Et c'est surtout un cadeau fait aux patrons de presse pour moins payer les journalistes qui s'y retrouvent en exonération. T'as un salaire plus bas, mais au moins tu payes pas d'impôts. Et enfin, la santé économique des médias, elle repose en partie donc sur les subventions de l'État, que ce soit par des tarifs postaux avantageux ou par une TVA minorée spéciale pour la presse. En 2024, les impôts auront permis de filer 9,9 millions d'euros d'aide au Figaro,
qui en avait gravement besoin, mais aussi 2,5 millions pour Le Point, 1,2 million pour le Journal du Dimanche, et même 500 000 euros pour Valeurs Actuelles. Et donc, sous prétexte de pluralisme et de financer des médias en crise pour faire vivre la démocratie, le gouvernement finance les milliardaires pour qu'ils puissent promouvoir leur propagande. Parce qu'en fait, l'État, il a quand même besoin d'entretenir de bonnes relations avec les journalistes. En tant que quatrième pouvoir de la démocratie, comme on l'appelle, comme on les appelle, les médias apportent un vernis démocratique de contestation. En fait, on voit bien que c'est complètement insignifiant. En fait, ces garde-fous qui ont été placés dans la démocratie sont complètement insignifiants, ne serait-ce qu'en regardant l'Arcom. Malgré les politiques, donc le CSA, enfin l'ex-CSA, malgré les polémiques quotidiennes et les propos obscènes qui étaient tenus en fait sur les chaînes de Bolloré, l'Arcom a condamné 52 fois C8 et CNews en 2 ans et aura infligé en 12 ans et aura infligé à peine 150 000 euros d'amende. Donc 150 000 euros d'amende, vous vous rendez bien compte que c'est une goutte d'eau à côté des recettes générées par la pub et l'audience. Donc en rien dissuasif. Il aura fallu attendre 2024 pour que l'Arcom finisse par déprogrammer C8 de la TNT. Mais en fait, rien n'empêche Bolloré d'aller recycler ses chiens de garde sur ses autres chaînes de Canal ou à la radio avec Europe 1, etc. Bon, et aujourd'hui, l'actualité, c'est que le durcissement autoritaire de l'État qu'on voit un peu partout, en fait, s'accompagne d'un retour de l'emprise étatique sur les médias, contre toujours les travailleurs et travailleuses. En fait, en théorie, on l'a vu, l'État garantit les libertés démocratiques d'information, patati patata, censé protéger les journalistes. Mais en pratique, ces libertés sont bafouées systématiquement lorsqu'elles portent atteinte aux intérêts de la bourgeoisie et de l'État. On a vu l'an dernier, par exemple, avec le média d'investigation Disclose et la journaliste Ariane Lavrieux. En fait, cette journaliste mettait en lumière une vente d'armes françaises et une coopération militaire avec la dictature égyptienne, avec des morts au bout. Bon, mais sauf que après cette publication, la journaliste s'est retrouvée mise sur écoute et suivie avant d'être convoquée en garde à vue. Elle attend encore son procès. Bon, autre exemple, c'est la loi du secret des affaires qui a été adoptée récemment, en 2018, qui pose le principe que des informations à valeur commerciale considérées secrètes par les entreprises doivent être protégées. Donc avec cette définition et cette loi, en fait, elle protège les entreprises contre les lanceurs d'alerte, en facilitant leur poursuite sous prétexte d'espionnage. Et en fait, aujourd'hui, ça aurait pour conséquence que l'interdiction des publications comme les Panama Papers et autres. Bref, comme de nombreux pans de la société, les médias subissent un durcissement autoritaire avec des coupes budgétaires, et notamment accompagné de réformes de l'audiovisuel public, qui en fait c'est souhaité par Macron depuis 2017. Là, l'actualité, c'est quoi? C'est que Rachida Dati veut la faire passer à la rentrée, là. C'est en discussion. L'idée consiste, donc ce projet de loi, à regrouper Radio France, France Télé et l'INA, au sein d'une holding baptisée France Média, pour raboter les budgets sous l'autorité d'un même PDG, qui serait prompt donc à dicter une ligne commune. Bon, mais mettre en commun en fait ces contenus, c'est d'une part économiser la production d'informations, et d'autre part attaquer la pluralité de la presse. Et pas plus tard qu'en juin, elle imposait, Rachida Dati, au syndicat des médias publics un chantage. C'est soit la réforme de l'audiovisuel, soit une coupe saignante sur le budget 2026. Et a priori, on aura le droit aux deux. Et juste une parenthèse sur Rachida Dati, parce que ça vaut l'anecdote et l'argument aussi, qui est quand même assez cynique, c'est qu'en fait, la ministre de la Culture, qui est censée s'occuper des médias, en fait, elle a systématiquement menacé tous les journalistes qui réalisent des articles à son propos. Elle a une dizaine de procès en cours contre les journalistes, dont les 4 premiers ont été perdus en première instance. Et elle a réussi à suspendre toutes les enquêtes sur elle à France 2, le temps des élections européennes en 2024. Du coup, dans ce cadre, faut-il tout jeter de la presse? Alors évidemment, nous, on est militants, donc on pense pas. On pense que la presse bourgeoise de qualité, déjà, elle nous donne à voir en fait la réflexion de notre ennemi de classe. Rien de tel que lire les Échos pour anticiper les attaques que préparent les patrons. Et en fait, il existe aussi d'autres médias, dits indépendants, qui sont plus ou moins proches de nos idées, qui s'intéressent en fait soit à nos conditions de vie, soit à nos problématiques, ou qui vont enquêter en fait sur d'innombrables scandales dont on doit avoir connaissance. On pense évidemment à Mediapart, qui a révélé d'immenses scandales
à commencer par le financement libyen de la campagne présidentielle de Sarkozy, mais aussi en fait tout un tas d'honnêtes journalistes qui sont aussi dévoués que précaires, comme Victor Castanet qui mettait en lumière le système déshumanisant d'Orpea dans les EHPAD. On pense que ces médias ils sont importants parce qu'ils nous donnent des arguments détaillés pour convaincre autour de nous que ce système est complètement pourri, mais que dans ce système où la bourgeoisie contrôle tout, en fait l'information elle fait pas exception. La bourgeoisie contrôle aussi l'information. Et ces médias ont beau révéler une infinité de scandales, tous plus choquants les uns que les autres, en fait il y a une affaire qui va en chasser une autre, et en fait on retient pas grand chose, et il y a rarement des conséquences significatives à ces affaires. Pire, les médias de masse n'ont qu'à passer l'information sous silence pour que celle-ci reste complètement anonyme. Et donc, on pense que tant que le patronat gardera la main sur la société, une presse prolétarienne qui viendrait défendre nos intérêts ne peut être que marginalisée, peut être que le produit en fait de militants. Et seule une remontée des luttes et un saut dans la conscience de classe ouvrière pourraient donner du poids à une presse ouvrière. Bon, et dernier petit point de notre développement, c'est que si la classe ouvrière impose son agenda médiatique et sa voix par la lutte, en fait, ces caisses de résonance restent aujourd'hui limitées par l'absence de grands médias ouvriers. Alors, pour toutes les raisons qu'on a vues avant, en fait, les travailleurs et travailleuses sont invisibilisés, l'exploitation et les oppressions sont oubliées, jusqu'à ce qu'il y ait des mobilisations. À ce moment-là, en fait, on voit que la classe ouvrière impose son agenda médiatique et sa voix. Exemple là, sur le 10 septembre, dont on entend un petit peu parler. En face, lorsqu'il y a des mobilisations, le vide sur des médias laisse place au mépris et à la démagogie. Bon, il y aura beaucoup de choses à dire sur le traitement médiatique des mobilisations, mais on va finir plutôt par voir l'importance des médias ouvriers. Aujourd'hui, on pourrait être surpris par le nombre de luttes et de mobilisations qui parcourent la France. Que ce soit contre des licenciements, contre la dégradation des conditions de travail ou pour l'augmentation des salaires. Les mobilisations sont en fait nombreuses, mais sont difficiles à compter. Et je parle pour nous aussi. En fait, l'une des raisons, c'est évidemment le manque de médiatisation. Les médias nationaux en parlent très peu. Et les médias locaux, quant à eux, se contentent d'en faire des échos boîte par boîte. Et aussi, évidemment, élément des plus importants, c'est que les syndicats n'organisent rien à grande échelle. Bon, ça vous connaissez. Donc en fait, le problème là que je veux montrer sur ça, c'est qu'on a donc l'impression qu'il ne se passe rien. Et la classe ouvrière en général a l'impression elle-même qu'il ne se passe rien. Et ça participe de l'isolation, de l'éparpillement, des luttes, etc. Pourtant, les violences du capitalisme brisent des vies partout et de plus en plus durement. Alors, par exemple, au sujet des licenciements. Autour de Nantes, le comité local NPA a étudié le nombre de plans de licenciement qui ont eu lieu dans les départements de Loire-Atlantique, Vendée et Maine-et-Loire en 2024. Alors sur quoi on pouvait se baser pour faire ce comptage ? Tout d'abord, il y avait la CGT qui avait publié une carte nationale mise à jour régulièrement, qui est toujours accessible sur les plans de licenciement. Mais en fait, cette carte s'est révélée vite incomplète, parce que la CGT énumérait 13 plans de licenciement dans les 3 départements. Sauf que, avec l'appui de la presse locale, donc quand on lit la presse quotidiennement ou qu'on a accès à ces archives, c'est surtout ça le petit secret me concernant, en fait on a compté plus de 25 plans de licenciement, le double de ce que comptait la CGT dans les 3 départements. Et si on regroupe les 2 sources, carte CGT, presse locale, on en arrive à compter une trentaine de plans de licenciement. Et ça, c'est évidemment sans compter tout ce qui passe en dehors des radars, qui restent silencieux, qui sont ni relayés par les syndicats, ni relayés par la presse locale. Je pense notamment au chômage partiel, au départ anticipé, au licenciement économique détourné. Et ça, je pourrais vous donner aussi 2 exemples, par exemple. Bon, donc la plupart des mobilisations sont donc condamnées à périr dans leur coin, brièvement médiatisées par la presse locale, pourtant largement soutenues par la population, mais en fait avant d'être chassées par la prochaine actualité. Donc dans la situation actuelle, on ne peut pas attendre plus, on ne peut pas attendre plus des médias bourgeois, c'est normal qu'il y ait ce traitement. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a personne d'autre que les travailleurs et les travailleuses, eux-mêmes, pour parler de leur quotidien, pour faire le lien entre les mobilisations et pour proposer des perspectives politiques adaptées. Le problème, c'est que les organisations aujourd'hui sont encore bien faibles. Donc c'est à nous de participer à reconstruire ces organisations et à reconstruire des médias ouvriers puissants.
Et du coup, juste pour conclure, en synthétisant très rapidement ce qui a été dit avant de passer à la discussion, en gros, nous on pense que l'information dans un système capitaliste, elle revêt une importance particulière parce qu'elle aiguille le débat public, mais en fait elle s'achète et elle se produit pratiquement comme une marchandise quelconque. Elle est produite par les travailleurs, dans l'intérêt de leur patron, et s'il y a personne qui s'enrichit uniquement en rachetant ou en fondant des médias d'information, les milliardaires acquièrent ces médias pour contrôler l'information et donc l'influencer. Et même dans les médias publics, hein, l'information traite d'abord des besoins et des intérêts de la bourgeoisie. On a tous vu en fait tous ces documentaires sur les bourgeois qui partent au ski tous les ans, alors que ça représente vraiment une poignée. Ce qui ne veut pas dire qu'on souhaite supprimer les médias. En fait, on soutient même les initiatives de médias indépendants qui tentent de survivre en révélant des scandales d'utilité publique. Et nous avons même besoin de nous tenir informés de ces articles, et probablement que les journalistes devraient, en interne dans leur rédaction, pousser pour orienter les sujets vers les préoccupations de la classe ouvrière. En revanche, on pense que c'est pas uniquement en investissant tous nos moyens dans un média ouvrier révolutionnaire que ça suffira à changer quelconque rapport de force dans la lutte des classes. Et que en fait, le rapport de force évoluera en fonction de la situation dans les entreprises, et de là découlera un changement de ton dans les médias. Merci beaucoup.